Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc avec Dimitri de la chaîne Crypto Paradise. Exactement, Crypto Paradise Consulting. Bonjour à Crypto tous. Paradise Consulting qui j'ai eu la joie de rencontrer ici à Maurice. Ouais, On a eu pas mal d'échanges entre temps. On a vraiment bien accroché avec bon, des valeurs qui me sont chères en termes de liberté, d'indépendance, responsabilité personnelle. Et puis bien sûr, beaucoup de crypto, bien puisqu'on sûr. on va parler de ça lors de cette interview. Du coup, l'objectif de cet échange, c'est de laisser Dimitri parler de son point de vue sur sa vision de sa monnaie de référence qui, pour lui, est le Bitcoin en fait. Absolument. Ça Absolument. m'a bien fait réfléchir. C'était un échange très intéressant. Je me disais que ça pouvait être aussi enrichissant pour vous, puisqu'aujourd'hui on est dans une période assez tumultueuse, pleine d'incertitudes, où on se demande, ok, sur quoi, quelle est la valeur de référence? Ok, vers quoi je vais? Alors le dollar, bon, c'est un peu compliqué. L'euro, on ne sait pas trop s'il va survivre. Bon, ok, peut-être le franc suisse, mais de toute manière globale, on a une inflation de partout dans le monde sur les monnaies. Ok, je vais où ensuite? Je vais en bourse, mais on peut dire que le marché est assez haut. Pour ma part, je suis sorti depuis, donc je l'ai déjà dit, depuis juillet. Et l'or, alors il y a aussi l'or. Là, on en a discuté avec Dimitri pour ma part, donc j'en accumule, hein, je le partage sur ma chaîne aussi. Et puis il reste notre sacré, notre Bitcoin. Voilà, donc Dimitri, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour, Parle un bonjour peu à de ton tous. parcours aussi, je pense que ça peut être intéressant. Oui, 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 bien sûr, je suis obligé de parler un petit peu de ce qui m'est arrivé à moi. Avant toute chose, merci Cédric de m'accueillir chez toi. Ici, on est dans un petit coin de paradis, toujours à l'île Maurice. Et puis Cédric s'est trouvé un endroit, somme toute, très sympathique. Alors, en ce qui concerne l'introduction, je voudrais juste dire pour commencer que Cédric a rejoint notre crypto club que Hmm. nous avons créé ici à l'île Maurice. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à se côtoyer. Et effectivement, on partage beaucoup de valeurs communes. Donc c'est un petit peu comme ça que je me retrouve ici. Et je voulais effectivement, la dernière fois, je lui ai parlé de cette histoire de ce que j'appelle moi le Bitcoin standard, qui est quelque chose, qui est une notion que j'ai découvert il y a quelque temps, il y a à peu près 3 ans. Et c'est un bouquin qui a été écrit par quelqu'un ça je le conseille vraiment à tout le monde, c'est de lire ce bouquin qui s'appelle Le Bitcoin Standard, écrit par Saifeddin Ammous, qui est un professeur à une université libanaise, je crois à Beyrouth, et puis qui maintenant, après avoir écrit ce bouquin, a été une véritable star dans le milieu crypto. Mais là, on parle même de l'année 2017, hein. Le bouquin, je ne sais pas quand il est sorti, mais il y a au moins 3 ans, peut-être même un peu plus. Et lui, en tant que visionnaire, avait vu venir ce moment où le Bitcoin, un jour, pour lui, sera ce qu'a été probablement l'or dans les années qui ont précédé 1971, c'est-à-dire la monnaie de référence que vont adopter et que vont adopter notamment les banques centrales de différents pays. Alors bien sûr, on en est encore loin, même si je vois moi-même, je suis assez subjugué par l'accélération à laquelle on assiste, avec non seulement des institutions qui sont venues dans le jeu récemment, et ça on l'a vu toute l'année dernière, mais même maintenant avec des pays, et évidemment avec un pays leader entre tous, qui est le Salvador. Donc là, je tire encore mon chapeau à ce jeune président qui s'appelle Bukele, qui a osé, je dirais, alors je ne veux pas être vulgaire, mais faire un énorme doigt d'honneur au FMI et puis aux institutions classiques pour adopter dans son pays le Bitcoin, et finalement lui-même adopter le Bitcoin standard. Alors je ne vais pas essayer de trop divaguer, on va essayer de rester sur le sujet du Bitcoin standard. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, mon parcours, j'ai commencé dans les cryptos il y a plusieurs années. Alors moi, vers 2008, je dirais, c'est là où j'ai commencé à m'éveiller à ce qui se passait au niveau de la finance traditionnelle. Et c'est lors de la crise de 2008 que j'ai commencé réellement à gratter, gratter, gratter. Et finalement, à force de regarder des vidéos, de m'informer et de lire, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le système, je dirais, financier
avec la façon dont les États se prêtent, Mm. empruntent de l'argent, comment c'est remboursé, etc. Bon, c'est des notions qui finalement, lorsqu'on regarde ça de près, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, mais on peut faire plein de sortes d'études, hein, et on en parlait tout à l'heure. Moi-même, j'ai fait du droit, mais il y a des gens qui ont fait de l'économie, etc. Mais malgré tout, la façon dont fonctionne la finance, il y a peu de gens qui sont au courant. Il faut vraiment aller faire des études spécialisées là-dedans. Et si vous demandiez dans la rue, même en 2009-2010, après la crise financière, d'où vient l'argent, je sais qu'il y avait eu ce petit sondage dans les rues américaines où 9 personnes sur 10 pensaient que l'argent était en fait quelque chose qui, soit qui avait de l'or derrière, ce qui est complètement faux depuis 1971. Quand on leur demandait, mais à votre avis, quand vous faites un emprunt pour acheter une maison, d'où vient l'argent que la banque vous prête? Et les gens disaient, bah, c'est sûrement de l'argent que d'autres personnes ont mis en dépôt. Ce qui là aussi est complètement faux, puisque l'argent est créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Alors là encore, je ne vais pas trop divaguer, puisque c'est des sujets sur lesquels on peut parler des heures. Mais à force d'avoir compris comment fonctionnait le système, j'ai évidemment compris qu'il y avait une grosse problématique et qu'en fait la dette, le système dans lequel on vit est un système de dette perpétuelle qu'on peut qualifier de pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que si vous n'émettez pas plus de dettes d'année en année, vous avez un système qui va s'écrouler. Le seul moyen de le faire subsister, c'est d'ajouter en permanence plus de dettes. Alors, ça m'a amené évidemment à commencer à m'intéresser à l'or. Et vers 2009-2010, j'ai commencé à moi-même acheter de l'or. À l'époque, le Bitcoin venait d'apparaître, mais pour tout vous dire, je l'avais vu très rapidement passer sous mon nez et j'ai pas du tout tilté en me disant que ce truc allait avoir le succès que nous connaissons aujourd'hui. Pas du tout. Moi, j'ai vu ça apparaître en 2010, c'était encore, même avant que ce soit coté, donc c'était encore un jeu, hein, le Bitcoin. Il n'y avait pas de valeur, il n'y avait pas de système d'échange. Vous alliez sur un petit site et vous voyez une espèce de truc virtuel qui tournait. Bon. Et donc, pour moi, c'était l'or. Alors, l'or, c'est vrai que j'en ai un petit peu. C'est-à-dire, tout ce que j'arrivais à gagner, moi, j'étais entrepreneur, et donc tout ce que je gagnais, tout ce que j'arrivais à mettre de côté, j'achetais de l'or systématiquement tous les mois. Et je n'ai cessé de le faire jusqu'à ce que l'or arrive à son plus haut de 2011, hein, quand il a touché quasiment les prix auxquels il est aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai commencé à m'intéresser finalement à la crypto vers 2015. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous le savez, et là je vais digresser un peu, mais c'est important de, remettre ça de se remettre en perspective, le Bitcoin a eu toute une première période de sa vie, j'estimerais jusqu'à 2016-2017, où il a été vu comme une nouvelle monnaie. Ça devenait le concurrent d'une monnaie, par exemple le dollar. C'est-à-dire qu'on disait le Bitcoin il est extraordinaire parce qu'il permet de faire des échanges très rapides, vous possédez vos clés, donc il n'y a plus d'intermédiaire, et ça pouvait remplacer en tant que monnaie d'échange des monnaies existantes comme le dollar, l'euro, etc. Et puis finalement, si on regarde ce qui s'est passé, c'est qu'après 2017, lorsqu'il y a eu cette hausse vertigineuse fin 2017, et puis qu'on a eu 2018-2019, en fait, il y a tout un narratif qui a commencé à se mettre en place, où là, finalement, c'était plus tant le système d'échange, le Bitcoin, et ça a commencé à devenir une réserve de valeur. Et là, on a commencé à parler d'or digital. Mais cette histoire d'or digital, elle n'était pas apparue au début du Bitcoin. Okay, à part quelques visionnaires hein, qui avaient peut-être ça en tête. Mais honnêtement, 2014-2015, or digital, à part quelques-uns, on n'en parlait pas tellement. Vous parlez surtout de système d'échange. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on a commencé à rentrer dans cette nouvelle ère de l'or digital du Bitcoin, évidemment, la question se posait, est-ce que le Bitcoin pourrait remplacer l'or? Alors pour faire très simple, on a assisté dans les 3 dernières années, vous savez aujourd'hui, quand vous avez des liquidités, on avait, je dirais, grosso modo, jusqu'à 2009-2010, on avait 4 grosses classes d'actifs dans lesquelles les investisseurs allaient, je dirais, mettre leur liquidité. On avait les obligations, on avait les actions, on a l'immobilier et on avait les métaux précieux. Finalement, de ces 4 grosses classes d'actifs, évidemment avec les obligations d'État qui sont une énorme classe, mais ces 4 classes d'actifs se partageaient en gros le gros du gâteau de ce que j'appellerais les liquidités des investisseurs. Alors bien sûr, là-dedans, l'immobilier étant beaucoup moins liquide que les actions, etc. Et puis chacun ayant des performances évidemment différentes, avec des risques aussi très différents les uns des autres. Et puis avec l'apparition du Bitcoin, ce à quoi on a assisté, et c'est pour ça que ce narratif d'or numérique
finalement fait beaucoup de sens, c'est que à partir de 2015, enfin quand le Bitcoin a commencé à peser quelque chose, hein, on a assisté à quelque part, je vais appeler ça comme une succion des autres actifs vers ce cinquième nouvel actif qui est le Bitcoin. Et le Bitcoin aujourd'hui a clairement, alors maintenant c'est peut-être 1 trillion, à peu près 1 trillion de dollars en termes de capitalisation, ce qui représente encore un dixième de l'or. Mais le chemin est pris et cette ascension permanente, elle est là sous nos yeux. Personne ne peut le nier, le Bitcoin ne fait que monter. C'est un bull market permanent depuis 2010. Alors bien sûr, si vous réduisez la photo et que vous prenez des petites périodes de 1 ou 2 ans, là vous vous retrouvez avec des moments où on dit on est en bear market. Oui, bien sûr, il y a eu un bear market en 2018, mais finalement, si vous prenez si vous élargissez un peu le champ, vous vous rendez compte que ce n'est qu'un énorme bull market depuis le début. Évidemment, on part de zéro, on est à 40 000 $, 45 000. Donc voilà pour l'introduction, je dirais. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est qu'il y a à peu près 2 ans, c'est vrai que vers 2000, en fait 2017 a été évidemment un tournant, c'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés avec des bitcoins en se disant, bon, un peu comme des novices, hein, ça va monter au ciel, etc. Bon. Et puis, je crois que d'ailleurs, toi, tu es rentré dedans. Ah ouais, moi, tout en haut. Ouais, ouais. Début de. Fin 2017-2018, tout en haut. Et puis, je me suis pris ma claque. Et puis après, je me suis dit, ok, bon, ben, on va apprendre un peu comment il fonctionne ce marché. Mais tu as attendu. Ah oui, j'ai attendu. Oui. Tu n'as pas vendu. Ah si, à l'époque, si. Quand j'ai compris que j'étais en train de faire n'importe quoi, j'ai pas pris grand chose comme perte. J'ai dû manger dans les 20%. Mais je suis vite sorti. Quand je me suis dit, ok, là, je suis en train de faire ok, c'est un marché que je maîtrise pas. Je sors, je me forme et je re-rentre. Ok. Donc, moi, ce que j'ai constaté à cette époque-là, évidemment, c'est que là, la vraie question qu'on était tous amenés à se poser, en tout cas pour ceux qui étaient dedans depuis, je dirais, moi j'étais dedans depuis à peu près 2016, c'est la vraie question quand est arrivé 2017 et qu'on a vu le crash qui a suivi, c'était finalement, en fait, la vraie question fondamentale, il n'y en a qu'une, c'est est-ce que je crois que ce truc-là va exister dans 10, 15, 20 ans et va être une valeur absolument extraordinaire, la valeur liquide par essence, le véritable or digital, vers lequel toute personne un petit peu sensée va se dire, mais en fait, l'or, le problème de l'or, c'est que je ne peux pas l'avoir. Chez moi, je suis obligé de faire une confiance à quelqu'un d'autre. Les actions, vous faites confiance à des entreprises, vous êtes obligé de les choisir. L'immobilier, ok, c'est très peu liquide, c'est quand même pas une valeur que vous allez pouvoir, avec laquelle vous allez pouvoir partir sous le bras. Tu fais confiance à l'État, parce que c'est lui qui a la main mise là-dessus. Au final, le Bitcoin, c'est déjà la propriété par essence que vous avez dans votre poche ou dans votre téléphone et dont vous avez les clés, si vous en avez les clés, bien sûr. Et du coup, il n'y a pas de tiers, il n'y a aucun intermédiaire et vous en êtes complètement maître. Et en plus, il y a ce côté ultra liquide. Vous voulez en sortir, vous en sortez en 10 secondes. Vous voulez y retourner, vous y retournez en 10 secondes. Alors, la vraie question que je me suis posée à l'époque, c'est est-ce que je crois en l'avenir de ce truc-là, oui ou non? Alors, une fois que la réponse est oui, alors là, évidemment, vous dites, bon, est-ce que maintenant je vais m'amuser à essayer de timer et essayer de jouer le trader, c'est-à-dire le gars plus malin que les autres, c'est-à-dire à chaque fois de se dire, ah oui, mais là c'est haut, je vais vendre, puis je vais racheter quand c'est plus bas, etc. Moi, j'ai été trader. Alors, ça, c'est mon expérience personnelle. Chacun a la sienne. Je sais qu'il y a des traders qui s'en sortent très très bien. D'ailleurs, nous en avons dans le Crypto Club. Et petite parenthèse, ce qui est extraordinaire, c'est quand on est dans le monde des cryptos, on se rend compte que même au sein des cryptos, tout le monde est très différent. Alors ça, j'adore parce qu'on est tous très indépendants. On a nos façons de voir les choses. Et ce que je vous dis là n'est pas forcément partagé par un de mes voisins du Crypto Club qui va être complètement sur un mode plus trading, même s'il croit au Bitcoin. Il va essayer de timer tous ces mouvements-là, etc. Alors moi, perso, j'ai fait beaucoup de trading dans les années 2000. Moi, j'ai connu la vague Internet quand elle a explosé avec la bulle. Donc, je me suis fait assez avoir avec le trading pour savoir que c'est un jeu dangereux. Néanmoins, encore une fois, je ne nie pas que certains traders sont sûrement très très méthodiques, sans aucune émotion, et arrivent à tirer leur épingle du jeu, certainement. Mais moi, pour des raisons personnelles, j'ai fait le choix d'arrêter ce jeu-là. Probablement, ça ne me correspond pas parce que peut-être je suis trop émotionnel. Hein. À partir du moment où j'ai quelque chose que je l'aime, j'ai beaucoup de mal à le vendre. Et en revanche, le côté investisseur me plaît beaucoup plus, c'est-à-dire que j'ai fait le pari et le choix clair que d'abord, alors on a eu, petite interruption. Petite interruption, voilà. Je vais reprendre là où j'en étais. J'étais en train d'expliquer que j'ai fait le pari très clair, enfin le choix très clair.
Le système financier traditionnel basé sur le dollar est en totale déconfiture depuis 2008. Et nous assistons à une dévaluation permanente. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que de plus en plus, on observe que les autorités sont dans un tunnel. Je vais revenir sur ce point dans une seconde. Et deux, que le Bitcoin, parmi tous les actifs que j'ai cités tout à l'heure, est celui dont les propriétés sont les plus à même de satisfaire, je dirais, à toute personne qui souhaite rester liquide, tout en ayant quelque chose de totalement serein, c'est-à-dire où il n'y a plus le stress de « Ah oui, mais… » Parce que si vous gardez des dollars, vous le savez très bien, vous gardez des dollars, ils perdent de leur valeur d'année en année. Oui, et puis en plus de ça, tu les gardes en banque, quoi. Et donc, voilà, si vous les gardez en banque, alors là, c'est encore… en oubliant l'idée que vous puissiez être, évidemment, vous faire avoir par un tiers détenteur. C'est clair. Surtout, enfin, juste, je fais une petite parenthèse, parce que là, j'étais avec des entrepreneurs hier à Maurice, où il y a des cas ici à Maurice de gens qui avaient de l'argent sur leur compte à la MCB et qui, il a disparu cet argent. Et ça fait des années qu'ils se battent pour essayer de le récupérer. Donc là, le tiers de confiance, voilà, alors, c'est pas anodin. Hormis cette histoire de tiers de confiance qui évidemment est très importante, l'idée même de garder du cash, quand vous avez des dévaluations et de l'impression monétaire à outrance, vous le savez, vous avez une dévaluation de votre monnaie. Le gros problème des dévaluations, et ça j'en ai parlé beaucoup dans des vidéos récentes que j'ai fait sur ma chaîne, c'est que la dévaluation elle est générale de toutes les monnaies. Donc les gens en fait quand ils pensent dévaluation, ils disent ah oui mais regarde le dollar se comporte bien par rapport à l'euro, puis l'euro se comporte bien par rapport à ci, par rapport au franc suisse, ceci, cela. Et à la fin, vous êtes un peu perdu parce qu'en fait, c'est toutes les monnaies qui dévaluent. La Banque nationale suisse, vous savez, c'est une des banques qui a sur son bilan qui est le plus en rouge, hein, qui n'a fait qu'imprimer des francs suisses pour essayer justement que son franc suisse ne soit pas trop surévalué par rapport aux autres monnaies. Ils ont fait ça dans les années précédentes, c'est un truc de fou. Donc les gens se disent le franc suisse c'est la monnaie de refuge, et le franc suisse… si vous regardez ses fondamentaux, c'est pas bon du tout, du tout. Puis il est beaucoup baqué en actions américaines de GAFA. Exactement. Je crois que d'ailleurs, que la BNS c'est probablement, je crois, le plus gros actionnaire de Apple. Si je sais plus si c'est le plus gros, mais en tout cas, ils sont fortement exposés. Exactement. Donc tout ça, voilà, tout ça, donc ces deux paris-là. Alors je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le numéro 1, c'est-à-dire le fait que depuis plusieurs années, au début, cette analyse de dire on est face à une dévaluation dont on ne sortira jamais, c'est-à-dire que quand vous avez compris comment fonctionne le système monétaire international, vous comprenez que la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une logique que, honnêtement, si vous aviez demandé à un économiste avant 2008 qu'un jour, il y aurait des taux d'intérêt négatifs, que les banques centrales feraient quelque chose qu'ils ont appelé le quantitative easing à outrance, etc., un économiste normal vous aurait dit, en 2006, vous aurait dit, monsieur, vous êtes fou, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, le système aura pété avant. Regardez où nous en sommes aujourd'hui, nous y sommes, le système n'a pas pété, entre guillemets, pas encore, et ça fonctionne. Taux d'intérêt négatif, etc., des choses qui sont totalement contre-intuitives. Hein. Tant que les gens ont de quoi bouffer et du Netflix. Hein. C'est exactement ça. En fait, et d'ailleurs cette phrase que tu viens de dire veut dire, tant que la majorité des gens continuent à accorder leur confiance, leur crédit à ce système, et qu'ils vont travailler pour leur salaire, qui lui n'a pas bougé depuis 10 ans, hein, même plus, et qu'ils acceptent de travailler pour le même salaire, alors qu'en parallèle, vous avez toute l'impression monétaire qui ne fait que valoriser les actifs, vous assistez à cet écart de plus en plus incroyable, hein, obvious, comme on dit en anglais, c'est-à-dire évident, si vous voulez, entre les gens qui possèdent des actifs dont la richesse ne cesse d'augmenter. Vous savez, les gens sont toujours offusqués sur Bernard Arnault qui a vu sa fortune augmenter l'année dernière. Oui, mais bien sûr, c'est mathématique, si vous voulez, c'est mécanique. Et puis, les gens qui vivent sans actifs, qui vivent que de leur salaire, eux, ils restent là. Donc évidemment, tout ça crée ce sentiment d'injustice, avec beaucoup de bizarreries, puisque beaucoup de gens qui sont dans ces catégories-là, vous savez, quand on regardait les gilets jaunes, là je fais une aparté, beaucoup de gilets jaunes, en fait, appelaient l'État à intervenir plus. Plus l'État intervient, plus on a ce phénomène. Donc en fait, plus vous allez demander à l'État d'intervenir, plus vous allez avoir cet écart qui va se creuser. Donc c'est comme un serpent qui se mord la queue, bref. Donc en fait... On l'a vu d'ailleurs, la réponse à Macron, la prime à l'inflation. La prime à l'inflation. On a de l'inflation, qu'est-ce qu'on fait? On balance encore plus d'argent. Ah bah oui, c'est parfait. Vous vous rendez compte de l'usine à gaz qui consiste à avoir un pétrole. Aujourd'hui, on paye l'essence plus cher à la pompe en France qu'il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, le prix du baril était plus cher qu'aujourd'hui. Donc je veux dire,
faut quand même que les gens comprennent. Donc, à l'époque, si vous voulez, aujourd'hui, les Gilets jaunes auraient encore 1000 fois plus de raisons de gueuler que quand ils ont gueulé il y a 3 ans. Mais bon, ça, c'est des parenthèses. Donc, une fois que vous avez compris ça, en fait, ce que je réalise de plus en plus, c'est là où c'est de plus en plus dingue, c'est que dans les 2 dernières années, en fait, on se rend compte que les États qui, peut-être il y a encore 5 ans, et encore, hein, après 2008, je pense que le jeu était, je dirais, le point de non-retour a quasiment été dépassé à ce moment-là. Mais alors là, avec le Covid, c'est certain, si vous voulez. C'est-à-dire que les États sont aujourd'hui dans un tunnel duquel, pour moi, ils ne peuvent pas sortir. Alors, vous savez, tous ces débats aujourd'hui sur l'inflation qui maintenant leur pète à la figure, la vraie inflation, non plus l'inflation des actifs, l'inflation des prix à la consommation. Et ça, évidemment, ça va changer la donne. Mais de l'autre côté, vous avez maintenant tous ces discours qui disent, ah, regardez, la Fed va hausser les taux. Vous croyez vraiment que la Fed va hausser les taux? Je n'y crois pas une seconde. Ils pourront faire du cosmétique. Ils pourront dire, on passe de 0 à 0,25 et de 0,25 à 0,5. Bien sûr, ça, ils peuvent le faire et ils vont vous annoncer tout fièrement, nous avons haussé les taux. Nous faisons du tapering, hein, comme ils appellent ça. Le tapering, c'est l'inverse du quantitative easing, c'est-à-dire c'est non seulement c'est-à-dire qu'on va calmer le rachat d'actifs par les banques centrales. Mais ça, ils ne peuvent pas l'arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, permettre aux taux de complètement retourner à des niveaux qu'ils devraient avoir pour calmer le jeu, ce serait aujourd'hui des taux, si vous voulez, on parle de 6, 7, 8%. Ouais. Ce qu'avait fait Paul Volcker en 1980, lorsqu'il avait décidé de stopper l'inflation, on était passé à des taux de l'ordre de 16, 17%. Mais aujourd'hui, à l'époque, en 1980, vous pouviez le faire, parce que les États, et en gros, l'endettement n'était pas aussi massif qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous mettez un taux, même à 5%, tout le monde est en faillite. Et les États en premier. Donc c'est impossible, c'est un tunnel, ils sont enfermés dedans, et maintenant les voilà, si vous voulez, coincés entre deux choses, parce que jusqu'à maintenant, les 10 dernières années, c'est vrai que l'inflation, prix à la consommation, elle alors officiellement en tout cas, elle n'a pas trop bougé. Donc ça permettait de dire aux gens, regardez, on imprime, mais il n'y a pas d'inflation. Et ça passait encore, même si on avait ce fameux gap dont je parlais tout à l'heure, ça passait encore. Là, on est dans un moment où maintenant, si l'inflation est sous nos yeux, la vraie inflation des prix à la consommation, c'est-à-dire le CPI, alors là, si vous voulez, ils sont totalement coincés. Le seul moyen de calmer l'inflation serait d'augmenter les taux. Vous augmentez les taux, vous mettez tout le monde en faillite. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors c'est la grande inconnue. D'où, si vous voulez, alors là je vais lier ça avec un petit côté complotiste qui va être de relier ça à ce à quoi on assiste depuis 2 ans, le Covid, le Big Reset dont on ne cesse de vous parler. L'idée évidemment que que certaines autorités seraient en mesure de piloter quelque chose qui serait une sortie progressive d'un système qu'ils savent en perte totale. Alors moi ce que je vois dans tout ça, c'est qu'en face il y a ce monde décentralisé évidemment auquel on appartient et que j'appelle de tous mes voeux, qui est un monde dans lequel, où grâce à la décentralisation et à la blockchain, on pourrait se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus sain et évidemment où on n'aurait plus besoin d'avoir des autorités qui ne font que manipuler les choses. Le problème étant qu'aujourd'hui, évidemment, elles ont tous les pouvoirs entre leurs mains et qu'on comprend bien qu'elles ne vont pas laisser faire les choses de façon aussi simple parce que ça génère il y a trop d'intérêt en jeu aussi. Donc on a ce moment, on est dans un moment très très intéressant, je pense, historique, parce qu'on est à la croisée des chemins et qu'il va bien falloir faire les choix. Alors revenons à nos moutons, qui était le standard Bitcoin. Tout ce que j'ai dit là, moi depuis 2 ans, j'ai compris que une fois qu'on a fait ces choix-là et qu'on comprend où on en est, on se dit, mais alors finalement, qu'est-ce que je vais faire d'autre que de choisir comme monnaie de réserve, c'est-à-dire comme mesure de la valeur de ce que j'ai, le Bitcoin. À partir du moment où on fait ça, première chose, on change dans son esprit, on commence, et c'est très difficile, parce qu'on vit toujours avec des dollars. Les prix des produits qu'on achète toujours sont en dollars. Mais quand on commence à dire, je vais tout évaluer en Bitcoin, alors déjà, il y a un switch qui se fait dans sa tête, et on commence à voir non plus le Bitcoin comme étant très volatile par rapport au dollar. Vous savez, ce que tout le monde vous dit, le Bitcoin est trop volatile. On commence à se dire, le Bitcoin, c'est le Bitcoin, il y en aura 21 millions, il n'y en aura jamais un de plus. Le Bitcoin, c'est le Bitcoin, point. Et ce qui est très volatile, c'est les dollars, les euros, les monnaies autour. Et grâce à toutes ces manipulations, les stress qu'on met tout à coup sur les marchés, lorsqu'on dit tapering, qu'est-ce qui se passe avec le dollar? Le dollar, il monte. C'est-à-dire que tout à coup, les opérateurs se disent, ah, ils vont finalement augmenter les taux, ils vont calmer le jeu sur le quantitative easing, il y aura moins de liquidités, donc je rachète, je sors des actions, je sors de mes investissements
risqué et je reviens au dollar. Donc vous avez toujours ce retour vers le dollar par moment. Et puis dès qu'on voit que finalement la réalité les rattrape à la figure et qu'ils sont obligés finalement de continuer, alors hop, c'est à nouveau le dollar qui... Et vous avez ce Bitcoin, si vous voulez, qui devient finalement cette espèce d'étalon, voilà, l'étalon Bitcoin. Autrement dit, le standard Bitcoin. Alors quand vous êtes là-dedans, vous dites, bon ben maintenant, je vais beaucoup moins stresser, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos bitcoins, vous n'allez plus jamais les changer. Et je me souviens, on discutait tous les deux la dernière fois, et c'est là où je crois que tu m'as dit, c'est quand même très intéressant. Je disais, oui, mais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent encore, ah oui, moi je vendrai le bitcoin quand il sera à temps. Et ma question que je leur pose immédiatement, c'est, et qu'est-ce que tu vas faire après? Alors, ils me disent, bah après, j'aurai des liquidités, donc des dollars, et je réinvestirai. Tu réinvestiras dans quoi? Et puis, finalement, vous verrez qu'ils vont vous dire, ouais, bon, je reprendrai des bitcoins. En fait. Alors au final, vous dites, pourquoi tu les vends? Alors encore une fois, soit vous êtes en train d'essayer de timer et vous êtes un trader, et là, très bien, allez-y. Peut-être d'ailleurs, je dirais, la chose la plus intelligente, c'est d'allouer une partie de son portefeuille à peut-être faire des stratégies comme ça, qui sont quand même beaucoup plus risquées. Mais de vous dire, sur une grosse partie de mon portefeuille, enfin de mes avoirs, que je souhaite garder liquide, après que vous achetiez une maison, que vous ayez un toit, c'est autre chose. Mais une fois que vous avez dit mes avoirs liquides, en fait, le Bitcoin devient la valeur par essence dans laquelle vous vous réfugiez. Ça devient votre standard. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Moi, ça me semble très clair. Très belle explication. Je vais te laisser, voilà, mais je terminerai sur un exemple dont je viens de faire une vidéo sur ce que fait le Salvador. Quand vous regardez le Salvador, voilà un petit pays. Il y avait quelqu'un sur Twitter qui disait, mais finalement, à quoi ça sert pour un pays d'adopter le Bitcoin? Alors je vais essayer de faire une explication très simple, c'est que, imaginez le Salvador aujourd'hui, qui comme tous les petits pays d'Amérique centrale ont été le terrain de jeu des États-Unis et de la CIA dans les 50 dernières années, c'est des pays, si vous voulez, qui sont, je l'appellerais, sous asservissement. C'est-à-dire que le FMI vient les voir, leur dit, voilà un prêt, pour t'en sortir, il faut que tu empruntes 3 milliards, 4 milliards, 10 milliards, je ne sais pas combien, pour faire cet emprunt, voilà ta feuille de route. Tu nous signes ça. Donc avec les 10 milliards que tu viens d'emprunter, tu les dépenses comme ça, auprès de telle société, voilà. Ouais. Tu vas acheter le pétrole, ce sera pour eux, l'électricité, ce sera pour eux, l'eau, ce sera pour eux, l'air que tu respires, ce sera pour eux, etc. Et c'est évidemment toujours les mêmes entreprises. Donc vous avez un petit pays qui se retrouve complètement à la merci d'institutions comme ça, là, et quand arrive le moment de rembourser, le seul moyen de rembourser, c'est de refaire un nouveau crédit. Vous savez, c'est le rollover permanent que font tous les pays. Les pays ne font que émettre de la dette pour rembourser leurs anciennes dettes. Le truc, c'est qu'évidemment, avec des taux à zéro, c'est plus du tout, ça devient complètement indolore, donc on se dit ça peut aller à l'infini. Ok. Mais prenons l'exemple du Salvador. Imaginez maintenant, le Salvador n'a pas de remboursement à faire pour les 3 prochaines années. Ça, j'ai lu ça récemment, très intéressant. Donc le petit Bukele, qu'est-ce qu'il fait? Quand je dis le petit Bukele, excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais c'est un président d'un petit pays. Aujourd'hui, en tout cas. Le président du Salvador, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à un moment où aujourd'hui, il n'a pas de remboursement. Donc aujourd'hui, il a acheté des bitcoins. Il achète des bitcoins. Et puis ces bitcoins, il les met de côté. Et vous avez des bitcoins qui, selon toute vraisemblance, évidemment, si vous y croyez, si vous adoptez le standard, le bitcoin, lui, ce qu'on a vu, c'est qu'il est par essence déflationniste. C'est-à-dire que tout ce qui va se pricer en bitcoin, les prix vont baisser au fil des années. D'accord? Donc, arrivera dans 3 ans une échéance de dette. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, maintenant j'ai des bitcoins, j'ai un stack de bitcoins, je ne sais pas combien il en aura. Il va pouvoir, au lieu de refaire un crédit auprès du FMI, il va pouvoir, comme on le fait déjà avec l'application Celsius, il va pouvoir prendre des bitcoins en collatéral et faire un nouveau crédit, mais avec les bitcoins en collatéral. Un crédit en dollars qui va lui permettre de rembourser sa dette du FMI. Et là, il se retrouve avec maintenant de la nouvelle dette, mais qui a comme collatéral le bitcoin, dont la valeur ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que par rapport à la dette, la valeur de la dette qu'il a adossée, elle ne cesse de baisser. Vous savez, ce qui va se passer, c'est qu'il va peut-être avoir un deuxième crédit, parce qu'il en aura besoin, et puis au fil du temps, un jour viendra où il va prendre 3 ou 4 bitcoins de son stack de bitcoin, il va rembourser la dette restante, et ce sera un pays qui se sera totalement libéré de sa dette. Alors bien sûr, il y a un petit côté utopiste dans ce que je dis, mais pas tout à fait, parce que sur une durée de 10-15 ans, c'est quelque chose de tout à fait plausible, et qu'un pays comme ça se retrouve, c'est pas grave si ça s'arrête. Non, c'est juste l'écran. Ok. Un pays comme ça se retrouve avec finalement la possibilité de sortir de cet asservissement.
Et au final, il y avait quelqu'un, et je terminerai là-dessus, quelqu'un sur Twitter récemment disait en 2014, ma maison valait 800 bitcoins. En 2015, ma maison valait 550. En 2016, je le dis comme ça au hasard, hein, mais c'était à peu près ça. En 2016, ma maison valait plus de 300 bitcoins. En 2017, elle en valait 85. En 2018, elle en valait 100 parce que bon, le bitcoin. 2019, aujourd'hui, elle vaut plus que 9 bitcoins. Je vends ma maison et j'achète des bitcoins. Donc, et vous avez compris l'analogie qu'il y a derrière tout ça, c'est que quand vous avez adopté le bitcoin, d'abord ça change votre façon de voir la monnaie. Quand vous avez des dollars, votre obsession c'est faut soit je les dépense, soit je les investis. Quand vous avez des bitcoins, c'est ouh, il est urgent de ne rien faire, je les garde. Et ça change ce qu'on appelle le short time preference contre le long time preference, qui est une notion très intéressante, qui est la préférence court terme par rapport à la préférence long terme. Quand on est dans les fiat, on a une préférence court-termiste. On est en permanence en train immédiatement, on sait qu'on ne doit pas les garder. Ouais. Dans quoi j'investis, comment je dépense. Quand vous avez des bitcoins, tout change. Vous commencez à réfléchir à très long terme. Et vous savez, moi, mes bitcoins que j'ai aujourd'hui, non seulement je ne les vendrai jamais, mais ils sont déjà pour mes enfants, ils iront peut-être à mes petits-enfants. Voilà. Ouais, effectivement. Alors peut-être ça amène des questions. Donc là, ouais, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, je suis d'accord. Pour ma part, pour mon filleul, je lui constitue un portefeuille pour quand il aura 18 ans. Je lui amène de l'éducation financière par ce biais, hein, toujours par l'exemplarité, c'est essentiel. Et je lui accumule des petits bitcoins comme ça, à la place de son anniversaire, au lieu de lui offrir des cadeaux, il en a déjà trop. Je lui prends du bitcoin. C'est génial. Voilà, peut-être qu'il me porte pas forcément dans son cœur là aujourd'hui, mais je pense que si quand même. Mais je pense qu'il me remerciera potentiellement dans. Quel âge il a il a 6 ans. Donc il reste du temps. Et donc je rentre en résonance par rapport à. Hein, tu fais pareil avec tes enfants, j'imagine. Oh, là c'est pour mon filleul, donc c'est particulier. Et là par rapport à mes enfants, effectivement j'ai un objectif d'enrichissement qui est là aussi pour leur donner un certain nombre de facilités. Enfin, un vaste sujet, ça aussi, on en avait discuté. Dans un monde qui est très complexe. Voilà. Je leur amène les choses, de toute façon, c'est d'une autre manière au niveau de l'éducation. Là, voilà. Quand c'est les enfants et quand tu as un filleul qui est à distance, tu n'as pas la même pouvoir, la même influence, je veux dire, au quotidien. Voilà, c'est ma manière de lui apporter. C'est tout ça pour dire effectivement que voilà, sur le fait de transmettre en fait ces bitcoins. Ok, alors moi franchement, voilà, depuis qu'on en a parlé, ça me fait quand même bien gamberger. Parce que j'ai déjà effectivement une approche de me dire bon voilà, là aujourd'hui je dois être à 11 12% de mon patrimoine en gold. Ok. Et plus ça va. Parenthèse, je mets juste une parenthèse. Moi, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai acheté de l'or dans les années 2009-2010, je ne l'ai jamais vendu. D'accord, donc toi aussi, c'est intéressant. Voilà. Je ne l'ai jamais vendu. Full Bitcoin, quoi. Voilà. Et c'est ça, je trouve ça important aussi de l'évoquer. Et là, pour pas non plus tomber dans une espèce de stigmatisation de dire ah, c'est le gars, ouais, d'accord, il est full Bitcoin, il pense qu'au Bitcoin. Non, il y a une intelligence, une prise de recul par rapport à l'ensemble. Je voudrais ajouter sur ce point très important que, à titre personnel, lorsqu'on dit on adopte le standard Bitcoin, vous avez compris. Bon, je crois que j'ai pas besoin de répéter et je crois qu'on a compris l'idée. En revanche, évidemment, j'ai beaucoup réfléchi sur finalement quel est le danger. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui n'est pas inexistant, qui est qu'un jour, et tout le monde d'ailleurs, même on en parlait encore hier, on avait une réunion Crypto Club, on en parlait hier, le vrai danger, et c'est toujours quelque chose qui angoisse beaucoup les gens qui sont dans les cryptos, c'est qu'un jour arrive un État, notamment l'État des États, c'est-à-dire les États-Unis, arrive avec cette idée de bannir les cryptos. Et interdire les plateformes d'échange. Alors bien sûr, je sais qu'on ne peut pas interdire le Bitcoin existera, mais que le Bitcoin se crache pour se retrouver à 100 $, bon, et qu'il existe encore, mais en underground. Enfin, voilà, ce danger, je ne dis pas qu'il est totalement inexistant, il me paraît... Je pense qu'il y a 4 ans, c'était quelque chose qu'on aurait pu voir arriver. Je pense qu'aujourd'hui, ça me paraît très étonnant. Mais bon. Rien que par rapport, enfin moi pour ma part, c'est une raison pour lesquelles je m'étais beaucoup plus exposé sur les cryptos il y a de ça 1 an et 3 mois maintenant.
et qui a un appareil extrêmement gagnant, c'était de me dire, ok, ça y est, là, il y a vraiment des lourds, des institutionnels qui rentrent dedans. Et en fait, je crois vraiment qu'aujourd'hui, ils sont trop rentrés dedans pour que les États aient la latitude qu'ils avaient il y a 4 ans. C'est clair. Parce qu'il y a des intérêts, ces gens-là, ils ont un cercle énorme. d'influence, etc. Et aujourd'hui, les gouvernements arrivent à dire, ok, ben on coupe le truc et on fait perdre de l'argent à ces gens-là. Compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Surtout que là, on a cette fois-ci, on part maintenant avec les pays. Donc le Salvador, ok, ça compte rien sur la carte du monde, mais prenez le Texas, prenez le Michigan, prenez tous ces États qui maintenant, au Texas, il va y avoir un gouverneur qui a décidé que le Bitcoin allait être monnaie légale. Vous avez Miami, le maire de Miami est payé en Bitcoin. Rio de Janeiro, la ville de Rio, a décidé maintenant de mettre 1% de tous ses avoirs en Bitcoin. Je veux dire, c'est des choses, là on assiste, si tu veux, c'est-à-dire même cette adoption que je vais appeler institutionnelle, on est maintenant presque à la page suivante qui est l'adoption des États. Et aux États-Unis, il y a maintenant vraiment, je ne vais pas dire une confrontation, mais vous avez beaucoup d'États. Je veux dire, la Floride est devenue un État ultra pro-crypto. Donc le gouverneur de Floride l'a déjà dit. Il veut faire de son État un État crypto. Le Bitcoin va être accepté au Wyoming, vous pouvez payer vos impôts en Bitcoin. Tout ça, c'est des choses, si vous voulez, alors que le gouvernement fédéral américain commence à se mettre à dos toute une partie de ces États, ça semblerait quand même surprenant. Mais je reviens à ce que je disais, très important, parce que je voudrais terminer et pas oublier ce que je voulais dire, c'est le fait que même si j'ai adopté le standard Bitcoin, donc dans mon analyse, finalement, la valeur, aujourd'hui en tout cas, la valeur qui est pour moi l'opposé du Bitcoin, vous l'avez tous compris, c'est le dollar. Puisque le Bitcoin est en dollars. C'est-à-dire quand le Bitcoin va pas bien, qu'est-ce qui va bien en face? C'est le dollar. Et quand le Bitcoin va très bien, qu'est-ce qui va moins bien? Évidemment, c'est le dollar. Parce que le Bitcoin et le dollar sont, on est d'accord là-dessus, sont deux valeurs quasiment asymétriques. Oui, on peut pas. Globalement, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, etc. Il faudrait quand même regarder les courbes. Mais effectivement, le dollar index, globalement, il y a une corrélation avec le fait que quand le dollar monte en puissance, bon, le Bitcoin a tendance à en souffrir. Après, est-ce qu'il y a, voilà, quel est le pourcentage? Non, ce que je suis en train de dire, alors ce que je veux dire, alors peut-être je comprends ce que tu veux dire. On peut avoir un dollar index qui monte et le Bitcoin aussi. Ce que je veux dire, c'est que si le Bitcoin, prenons, pour faire simple, si le Bitcoin allait très mal, ça veut dire qu'il va se cracher par rapport au dollar. Oui, sur le principe. C'est ce qu'on appellerait le Bitcoin va mal. Tout à coup, le Bitcoin passerait de 40 000 dollars à 10 000 dollars, par exemple. Donc, il perd 3/4 de sa valeur par rapport au dollar. Donc, dans ce cas de figure, on est d'accord que si vous avez des dollars, en fait, vous êtes en hedge complet par rapport à votre standard. Et ça, par contre, donc c'est un point très important, c'est que moi, aujourd'hui, dans mes liquidités, bien sûr, je suis quasi full Bitcoin. Alors, comme je t'ai dit, j'ai encore de l'or, mais bizarrement, je ne le vois pas comme une liquidité. Oui, puis tu as de l'immobilier aussi. Voilà, j'ai de l'immobilier, bien sûr. Alors, mais bien entendu, mais ce n'est pas ce que j'appellerais des liquidités. Maintenant, mes actifs liquides, vous voyez, l'immobilier, je le mets un peu à part. C'est un actif. D'un point de vue patrimonial. Patrimonial, oui, bien sûr. Non, bien sûr. Moi, l'immobilier. Alors, l'immobilier locatif m'intéresse de moins en moins, et plus du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est avoir de l'immobilier pour moi. Voilà. Mais je sais que l'immobilier locatif a été. De valeur, en fait. Voilà, exactement. Et l'immobilier locatif a été extraordinaire pendant les 30 dernières années. Je ne sais pas si ça va continuer, parce que les prix sont maintenant très élevés, etc. Mais ça a été quelque chose. Moi, j'ai plein d'amis qui ont fait des fortunes avec l'immobilier. Moi, malheureusement, alors ce train-là, je ne l'avais pas pris à l'époque. Mais donc, dans mes liquidités, j'ai beaucoup de Bitcoin, mais j'ai quand même, je dirais, 20-25% en dollars, qui sont plutôt en stablecoin. Aujourd'hui, avec la finance décentralisée, on peut très facilement investir dessus. Alors, ce qui m'amène d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai lancé, je peux en parler, de trois fonds crypto. Alors, la particularité, vous allez retrouver sur mon site internet qui est cryptoparadise.consulting. La particularité des fonds, c'est que je ne gère pas un fonds. C'est pas comme si vous m'accordiez votre argent pour que je gère le fonds. Je ne fais que d'avoir un mandat sur les clés, des clés dont vous me laissez, et vous me laissez la gestion finalement d'un wallet qui reste le vôtre. Donc c'est très important, ça veut dire que c'est comme des actifs qui restent alloués à vous. Alors mon audience est habituée à ce genre de trucs, ils comprennent effectivement le principe où il y a juste les clés qui permettent ensuite de positionner. Donc ça reste vos fonds, moi je deviens mandataire, et là je gère vos fonds donc dans la finance décentralisée. Et donc pourquoi 3? Parce que j'en ai un qui est pur crypto, c'est-à-dire qu'on va évaluer au début du fonds combien vous avez en Bitcoin, et l'objectif va être juste d'évaluer quand vous sortez combien vous avez en Bitcoin. Et ça va être la performance en Bitcoin qu'on va calculer.
J'ai un autre fonds qui est l'inverse, qui est pur dollar. Alors ça, c'est pour ceux qui justement veulent pas s'exposer au risque crypto, c'est-à-dire aux fluctuations. Et là, on est 100% dollars. Donc on va évaluer votre fonds en dollars quand vous rentrez, et on va évaluer le fonds en dollars quand vous sortez, et on regarde la performance. Moi, je me rémunère qu'au-dessus d'une certaine performance. Okay. Pour le fonds crypto, tout ce qui est au-dessus de 5%, je me rémunère. Si c'est 5% en dessous, je ne prends rien. Pour le fonds dollar, c'est 10% par an annualisé. Ce qui est au-dessus, je prends. Si c'est 10% ou en dessous, je ne prends rien. Et j'ai un troisième fonds qui est un fonds hybride, où là, on va évaluer en début de fonds les dollars et Bitcoin. Et quand vous sortez, on va réévaluer dollars et Bitcoin. Alors si ça a gagné des deux côtés, ben, je vais être rémunéré des deux côtés. Si ça a gagné qu'en Bitcoin, je prendrai que la moitié de ma rémunération. Donc uniquement en Bitcoin, et pareil pour le dollar. Voilà l'idée. Alors évidemment, moi je comprends très bien qu'il y ait ces trois profils différents. Et qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai souhaité, parce que aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui se passe? C'est que mes cryptos, mes bitcoins, moi, tous mes fonds sont quasiment tous gérés par moi-même, directement sur la finance décentralisée, parce qu'évidemment, j'aime beaucoup ces protocoles qui permettent quand même de trouver des rendements avec ces cryptos. Hein. Quand tu dis finance décentralisée, c'est vraiment décentralisé avec du AAV, des choses comme ça, ou Exactement. tu as du Nexo, Celsius Alors ça, pour moi, c'est la CeFi, ça. Ouais, voilà, Moi, c'est ça. Moi, ce que je vais proposer dans mes fonds, c'est de la DeFi. C'est vraiment de la DeFi. Voilà. Ok. Maintenant, les gens, bien entendu, d'ailleurs sur mon site, je fais beaucoup de concurrents de la CeFi, quoi. Voilà, exactement. Alors oui, mais indirectement, parce que ce qu'on fait avec Celsius... Oui, c'est qu'on met les fonds voilà, chez eux. On met les fonds chez eux. Moi, je suis ambassadeur Celsius, donc j'amène aussi les gens qui ne veulent pas se prendre la tête, c'est allez-y dans la CeFi. Ceux qui se disent, je vais faire confiance à Dimitri parce que je pense qu'il peut faire mieux, parce que mon objectif, c'est de faire mieux que Celsius, bien sûr. Dans ce cas-là, je lui confie ça. Et ceux qui se disent, moi, j'ai envie d'apprendre à le faire moi-même, allez-y les gars, faites mieux que ce que je fais moi. Hein. Faites-le pour qu'eux-mêmes puissent apprendre comment gérer leurs fonds directement dans la finance décentralisée. Okay. Voilà. Alors oui, je découvre, je savais que tu allais lancer les fonds, hein, donc je découvre en live aussi les solutions maintenant que tu proposes. Donc ouais, c'est top, super. Alors effectivement, ça s'adresse à des profils qui... Minimum voilà. 50 000 $. Parce que, et qui ont alors soit pas envie de gérer eux-mêmes, soit qui n'ont pas le temps. Rien, quoi, ou en tout cas pas assez pour pouvoir s'en occuper, quoi. Exactement. Puis vous savez, il y a plein de gens qui sont plutôt traditionnels. La crypto, ils ne savent pas encore. Mais vous savez, si vous avez, je sais pas, vous avez 500 000 € gérés dans des actions, etc., vous dites peut-être ce serait pas idiot que je mette 50 000 ou 100 000 dans les cryptos. Parce qu'ils voient bien ce qui se passe. Et là, ils n'ont pas le temps, pas l'envie, quelles que soient les raisons. Vous adressez à quelqu'un, ou alors vous allez dans la CeFi, effectivement. Voilà. Alors pour revenir au standard Bitcoin, parce que en fait, ce qui est contre-intuitif, je dirais, par rapport à ça, c'est déjà qu'on nous a bourré le mou, hein, quand même, pour tout associer en termes d'augmentation de richesse personnelle, de l'indexer en dollars et en euros. Alors moi, ce qui me plaît particulièrement avec ce changement de vision, j'adore sortir des choses qu'on nous a... Think out of the box. Voilà, exactement. C'est qu'effectivement, là, c'est de sortir, de dire, ok, effectivement, on m'a appris toute ma vie à dire, voilà, tu estimes ta richesse en dollars, en euros. Et là, c'est de dire, ok, mais si je l'estimais autrement. Alors, j'avais déjà un petit peu eu cette réflexion en me disant, ouais, est-ce qu'il ne faudrait pas que mes objectifs, je me les mette en or? Mais bon, juste c'était embryonnaire. Et là vraiment, nos échanges, ça a permis d'ouvrir. J'en parle souvent sur ma chaîne, ça a augmenté ma zone radar. D'un seul coup, j'ai ma zone radar personnelle hop, une nouvelle zone qui a été découverte, quoi. Et alors, effectivement, là où on peut se dire, c'est que bon, le Bitcoin, ça reste jeune, quoi. Ça reste très jeune. Ça reste encore très jeune. Si on le compare, et là je reviens, alors c'est un gros pari. Voilà, effectivement, c'est un pari personnel. Alors, ok. J'essaye d'un peu de faire l'avocat du diable en disant, ok, le défaut de ça, c'est le Bitcoin, c'est jeune. Alors j'essaye de trouver. Hein. Et bon, ok, c'est bien que tu aies du mal. C'est bien que tu aies du mal, ça veut dire qu'il y en a. Ok, il y a le sujet de la régulation qui reste présent, mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, effectivement, plus
Plus il y a de plus en plus de monde dessus. Rappelle-toi que même si on n'était pas vivant, en 1933, Roosevelt a demandé aux Américains de ramener leur or. Effectivement. Je veux dire, l'or a subi l'État exactement... regarde un pouvoir, et on le voit d'autant plus aujourd'hui. Ce qui va dans le sens du danger de la régulation, c'est de voir aujourd'hui ce qui se passe avec le Covid. Ce qui, bon, on est tous les deux complètement scandalisés par toutes ces histoires de passe sanitaire, etc. C'est des précédents qui sont créés, qui sont terrifiants. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai fui la France, hein, je le dis, j'ai fui. Voilà. Fui l'Europe, la France, voilà. Choix de vie par rapport à ça. Et on voit ce qu'ils sont capables de faire, les mensonges qui sont clairement assumés, les pirouettes et même les contradictions monumentales qu'ils peuvent avoir dans les médias de masse et qui sont pleinement assumées, quoi, et puis acceptées. Voilà, c'est accepté par les gens. Alors il y a des choses qui bougent en ce moment, notamment au Canada, mais même chose. À l'heure où on parle, je fais une parenthèse, à l'heure où on parle là, je viens de lire que il y a eu un SOS lancé par les manifestants au Canada, par les camionneurs, enfin par la foule. A priori, Trudeau est en train d'envoyer des milliers de policiers. Oui. Et ils ont très peur. Ils ont très peur de ce qui va se passer. Ouais. Donc dans les heures qui viennent, je pense qu'on va voir ce qui va se passer. Mais moi, moi, ça me touche profondément de voir combien, malheureusement pour 90% des gens, tout ça est accepté sans broncher. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. La dernière fois, je disais finalement, le monde se divise en trois. Vous savez, il y a ceux qui sont éveillés à ces sujets-là. Et dans cette catégorie, vous avez ceux qui en fait soutiennent ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qui savent très bien ce qui est mis en place et qui veulent ça. Ouais, et vous avez ceux qui, comme nous, voient ce qui est en train d'être mis en place et ne le veulent pas du tout. Et puis vous avez la troisième catégorie, c'est toute la masse de gens, et je leur en veux pas du tout, hein, des gens qui vont au travail tous les jours, qui n'ont que le temps de regarder les infos le soir, qui n'ont pas le temps, si vous voulez. Moi, j'ai passé tellement de temps, et entre guillemets, nous avons peut-être cette chance d'avoir le temps de nous informer. Alors, aujourd'hui, j'estime qu'il y en a beaucoup qui, vous savez, ils font l'autruche, c'est-à-dire ils mettent la tête dans le sable, ils ne veulent pas savoir. Donc bien sûr, eux, on pourrait leur dire, t'es quand même fautif de ne pas te rendre compte de ce qui se passe. Mais sous nos yeux, ce niveau de suppression de liberté, c'est du jamais vu en Occident. En 2 ans, on a modifié nos sociétés d'une façon... Je ne pensais pas le vivre de mon vivant, honnêtement. Ouais. Voilà. Donc, mais bon. Mais oui, voilà. On a dévié, mais... Et c'est là où, pour l'argumentaire côté régulation, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire avec des choses qu'on pensait complètement impensables, au final, le risque côté Bitcoin est pas... Voilà, moi en termes de probabilité, en prenant du recul, je réfléchis en même temps qu'on en discute là, je me dis ok, la probabilité que j'estimais sur le risque de régulation qui vraiment avait diminué pour moi drastiquement, elle remonte là, elle remonte, ouais, tu vois, elle est quand même pas, elle est pas si anodine que ça. Et effectivement, dans le passé, on l'a vu, comme on l'a évoqué avec aux États-Unis, où même on avait des amendes, hein, si je me souviens bien, si on continuait à détenir de l'or. Ouais. On le voit aussi d'ailleurs, il y a eu des... Mais c'était d'autres mondes quand même. Hein. Tu sais, en 1933, et puis parlons même de la guerre du Vietnam, dans ces années-là, la dernière fois j'en parlais avec mon fils, et je dis, tu te rends compte qu'en 1968, les Américains pouvaient envoyer des appelés, la moyenne d'âge des soldats au Vietnam, c'était des appelés de 19 ans. Est-ce que tu imagines ça aujourd'hui? En Algérie, la France a envoyé des appelés. Est-ce qu'aujourd'hui on imagine des appelés? Est-ce qu'on peut imaginer un instant que des Français ou des jeunes Américains accepteraient de partir, même forcés, se faire trouer la peau là, dans des pays à Pétaouchnok? Je ne suis pas sûr. Je pense que suffisamment préparé d'un point de vue communication, propagande, utilisons les termes qui vont bien. Je crois que oui. C'est possible. Compte tenu de ce que l'on a vu ces dernières années, le niveau d'acceptation de... j'ai l'impression là, je ne vais pas rentrer dans ces sujets. Mais je crois que ça serait totalement possible. Je crois que ce serait totalement possible. C'est terrible, c'est terrible. Mais là, par exemple, malgré toute la propagande à laquelle on assiste avec le covidisme, on se rend compte que, je sais qu'ils sont obsédés, là, j'ai vu Véran récemment, l'obsession c'est de vacciner les 5-11 ans. Ça marche pas.
les parents, même les triples vaccinés, tout ce que tu veux, ils veulent pas aller faire vacciner leurs enfants parce qu'ils sentent que là, il y a mal donne. Ouais. Donc, tu vois bien qu'il y a un moment donné, tu vois, on te dirait demain, faut envoyer ton fils. Moi, on me dirait, faut envoyer ton fils se faire trouer la peau. Non, mais le pire dans tout ça, c'est que je m'en réjouis même pas. Parce qu'en fait, on est arrivé jusqu'à ce point où on arrive sur les gamins, quoi. Et que, ok, ben, ils ont poussé, ils ont vu jusqu'où ils pouvaient pousser. Et on le sait, hein, quand ça c'est d'un point de vue psychologique, on pousse la limite, on sait que la prochaine fois on va pouvoir gratter un peu plus. C'est énorme. Rien que d'en parler, ça me. Voilà, oui, enfin, pour des gens comme nous, on a vraiment la valeur liberté chevillée au corps, quoi. Voilà, c'est nauséeux, quoi. Non, non, voilà. ça en devient insupportable. Bah bon, alors on s'éloigne du sujet, mais c'est lié tout aussi. Est lié, c'est lié aussi parce que effectivement, on en revient à ok, quel est le danger au final? Quel est le risque? Encore une fois. Le problème, c'est que c'est toujours les voilà. mêmes. Le risque, c'est toujours les mêmes. Et bon, sur la régulation, certes, s'il diminue, mais il n'est pas non plus inexistant. Voilà. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Donc, alors, moi j'aime bien. Donc garder quelques dollars. Ouais, voilà, c'est ça. Et au final, on est assez d'accord sur cette approche. Alors, toi, d'une manière plus, je veux dire que tu as une exposition par rapport à moi qui est plus importante sur la partie Bitcoin. J'en ai une aussi, en mode, on en a discuté encore tout à l'heure parce que Dimitri avait vu mon post sur Twitter. Il me disait, mais t'as tout vendu? Et je disais, non, malheureux, non, surtout pas. Non, c'est juste un portefeuille que j'avais constitué pour la période et le scénario que je pensais, un des scénarios que je pensais se dérouler sur les cryptos. Scénario validé, bon, bah je coupe, quoi. Voilà. C'est une décision purement pragmatique d'investisseur, quoi. Mais à côté de ça, de la même manière, ok, j'ai du Bitcoin que je garde en mode, je les garde, quoi. Ok, ça ne bouge pas, quoi. Sauf, et puis jusqu'au point où, bon, bah, si ça va à la cave, si ça va à zéro, ça va à zéro, et puis c'est tout, hein, c'est la vie, on prend ses pertes comme un grand, quoi. Bien sûr. Et voilà. Et après, c'est vraiment ok. Mais dans le monde d'aujourd'hui, quelle est ma valeur de référence? Et je trouve ça intéressant. Alors peut-être que... Tu sais, il y a un site qui permet d'évaluer, par exemple, les stocks, la bourse, tu as les indices en Bitcoin. Quand tu vois l'indice SP500 évalué en Bitcoin depuis 10 ans, je peux te dire que c'est pas une hausse, hein. C'est une baisse. C'est sûr. Même, regarde ces graphes-là, c'est très intéressant. Évalué en Bitcoin, évalué en or. Évalué en or aussi, c'est intéressant. Alors l'or, lui, le problème de l'or, c'est que j'avoue que je m'en suis complètement détaché. Alors comme je te dis, je ne vends pas, je le garde. Pour moi, l'or, c'est l'assurance ultime. Alors c'est vraiment l'assurance ultime contre, alors là des événements auxquels je ne veux même pas penser. Hein. La fin de l'électricité, on revient à Cro-Magnon, enfin, voilà, on imagine des trucs très très extrêmes. Tu sais, il y a beaucoup de, on les appelle des survivalistes aux États-Unis. Bon. Moi, je suis pas trop là-dedans. J'avoue que vers 2012-2013, je me demandais si on n'allait pas assister à des événements comme ça en boule de neige qui allaient être très très violents. Finalement, on les a pas vus. Finalement, à ma grande surprise d'ailleurs, on a réussi à tirer sur l'élastique monétaire et puis ça pète toujours pas. Non, Donc finalement, voilà, je me dis la résilience, elle est finalement là où peut-être on la voyait pas. Mais l'or. On a vu cette baisse de l'or non-stop depuis 2011. Aujourd'hui, là, on est tout juste revenu au plus haut de 2011. Hein. Oui, absolument. Donc l'or a quand même eu, j'ai pas envie de dire 10 années perdues, mais pas loin quand même. Ah bah c'est sûr qu'il y a des cycles, mais on pourrait très bien dire la même chose du final du Bitcoin, mais sur des échelles de temps beaucoup plus courtes. Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Mais l'or, oui. Mais c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas faire du all-in dans une seule classe d'actifs. Voilà, gestion, je dirais un petit peu, comment dire, limite, logique, quoi. Limite, enfin, c'est du bon sens. Il faut un minimum de diversification, ça c'est voilà, ça. c'est ça. Et donc pour revenir à la notion de standard Bitcoin, ok, enfin pour ma part, voilà, suite à nos échanges, nos discussions, les réflexions, à cette conversation que l'on a aujourd'hui et que je vous partage, et ben c'est peut-être tout simplement d'avoir justement différents niveaux de mesure patrimoniale, de dire ok, ben au lieu de juste mesurer en mode dollar, et ben aussi de mesurer en mode Bitcoin, voilà, et de voir aussi l'évolution qu'il y a par rapport à ça, et aussi de commencer, hein, parce que nos esprits fonctionnent comme ça, ils se transforment en fonction des idées qu'on leur va venir et de comment on va les nourrir.
Et bon bah là, je me dis que de commencer à transformer cette vision du monde, d'amener quelque chose de plus en utilisant cette valorisation en Bitcoin, eh ben, ça va permettre de nourrir mes idées, de les transformer et puis qui sait vers quoi ça va me mener, quoi. Exactement, exactement. D'ailleurs, j'en reviens, finalement, je parlais du fonds hybride, c'est exactement l'idée. Et au fond, pour être tout à fait honnête, bien sûr, j'ai adopté le standard Bitcoin, alors je fais un peu de prosélytisme, mais au fond, on vit tous en dollars. Je veux dire, ce que j'achète tous les jours, c'est en Ouais. dollars. Aujourd'hui, je vis avec une carte bancaire qui est la carte, alors je ne vais pas en faire la pub, mais c'est la carte CryptoCom. Mais bon, je sais que la meilleure carte, c'est Binance, mais pour des raisons XY, j'ai pas pu l'avoir ici à Maurice. Donc, mais avec ces cartes bancaires, bien sûr, je suis en permanence en USDC que je transfère sur un wallet et hop, je les dépense avec ma carte bancaire. Mhm. Donc je vis en crypto aujourd'hui quasiment pour tout. Et puis je sais très bien que je vis avec des dollars. Donc je ne vais pas mentir, adopter le standard Bitcoin, ça veut dire pour une grosse partie de mes avoirs liquides, c'est du Bitcoin. Et c'est comme ça que je mesure et je ne vais pas trop m'emmerder aux fluctuations. Ouais, C'est ouais. tout. Ça t'amène une tranquillité Ça d'esprit. m'amène une Ça, tranquillité d'esprit. ça, c'est un truc En revanche, le fait qui est d'avoir, intéressant aussi. ça m'amène mais vraiment une tranquillité d'esprit. Ouais. C'est-à-dire que moi, je le regarde descendre et monter. Hier, j'étais amusé hier. Je suis obligé de raconter cette anecdote. D'ailleurs, c'est Olivier que tu connais Ouais. qui dit non, non, je pourrais pas venir à la réunion crypto qu'on avait hier soir parce qu'il y a le CPI qui sort dans 1 heure. Je dois être devant mon ordi. Et j'ai dit, bon, ok. Alors ça m'a rappelé, moi, ce que c'est. Je sais que quand on est trader, on est stressé par ces moments-là. C'est un moment important, etc. Juste je contextualise Olivier qui est en fait l'associé d'Alex dans le fond de DSM dont je parle régulièrement sur ma chaîne, j'en fais le suivi. Donc voilà, c'est celui qui gère le fond avec Alex Exactement. ici à Maurice. Ah, exactement. Et finalement, hier soir, on était en train de discuter, puis je regarde ce qui s'est passé au moment de l'annonce du CPI, donc qui était terrible, hein, qui était mauvais, 7,5%. Ok. Euh, le, vous le voyez, hein, le Bitcoin, il a fait un crash qui a duré 10 minutes et une remontée en un quart d'heure. Et il est remonté au-dessus. Donc là, je me dis, un trader, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, je ne sais pas ce qu'a fait Olivier, je ne sais pas ce que font les traders. J'espère des trucs bien. Mais c'est compliqué, parce que là, vous vous dites, ok, ça va cracher, donc du coup, là, c'est peut-être le moment où on se met short. Et puis finalement, vous vous faites avoir. Hein, et, vous voyez, tout ce stress généré par cette envie de timer, d'essayer en fait, de raisonner en dollars. Et vous êtes en permanence en train de raisonner sur votre portefeuille uniquement en dollars. C'est ça que moi, j'ai complètement fait évoluer. Et le fait de se dire, les bitcoins que j'ai, je n'y toucherai pas et je me fous de combien ça vaut, parce que moi, j'ai cette certitude que, quoi qu'il arrive sur la durée, hein, le fameux exemple de ma maison valait 800, 500, 300, etc. Moi, j'ai la certitude que tout ce qui va être valorisé en La Bitcoin, croyance, du coup. c'est peut-être une croyance. La foi. Ouais, c'est la foi, exactement. Il y a une partie foi. J'ai beaucoup aimé un tweet très récent que j'ai vu, j'ai adoré. Si vous n'êtes pas obsédé par le Bitcoin, c'est que vous n'avez probablement pas tout à fait compris. J'ai beaucoup aimé ce tweet parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Alors, en tout cas, un point de vue. Voilà. En tout cas, un point de vue. Ouais, ouais, ok. Bon, bah, c'est une belle manière de conclure. Je pense que Exactement. c'était. Merci beaucoup. Merci. C'était particulièrement intéressant. Merci à toi. Et j'espère que ça vous a plu. Hein. Si ça vous a plu, bah, vous avez la chaîne de Dimitri. Je vous mettrai en haut à droite de la vidéo, du coup, pour que vous puissiez aller sur sa chaîne. Bah, de toute façon, cette vidéo, je pense que je la récupérerai. Absolument, elle va être sur nos deux chaînes. Voilà, elle va être sur nos deux chaînes. Et puis ben voilà, comme d'hab, hein, like, partage, commentaire si ça vous a plu. Et puis ben, à très bientôt. À très bientôt. Salut à tous. Salut à tous.